bienvenue pour la quotidienne du 30 septembre. On termine notre semaine dédiée au monde agricole. Aujourd'hui, on ira visiter le domaine des Avouillons à Gland avec la famille des Baumgartner. Et puis en plateau, on reçoit Alix Pécou. Bonjour. Bonjour. Vous êtes agriculteur à Levaux. Alors, votre frère, vous avez repris le domaine avec votre frère en 2018. Aujourd'hui, il est devenu syndic. Il avait annoncé que lorsqu'il reprendrait ce poste, il quitterait quelque part son métier d'agriculteur à la ferme. Donc aujourd'hui, vous reprenez ça. Vous êtes au four et au moulin tout seul, on peut le dire ? Je ne suis pas tout seul, j'ai de l'aide et on se débrouille à deux sur le domaine là, actuellement. Ouais, alors on va essayer de parler un petit peu on parlera de votre métier qui se transmet aussi de génération en génération, savoir à quoi ressemble votre quotidien au jour le jour. Et puis sur les routes du district, on retrouve Alexandre Caporal, toujours muni de son téléphone. Alexandre, tu m'entends ? Où est-ce que tu nous emmènes aujourd'hui ? Salut Andrea. Alors écoute, là pour le moment tu ne vois qu'un parking, mais peut-être que derrière moi tu vas peut-être reconnaître, ou en tout cas les Glandois et les Glandoises reconnaîtront peut-être Montoli, puisque aujourd'hui je vais à la rencontre de Gilles Davoine, qui est le municipal en charge des sports à la ville de Gland, pour parler de la Gland Spring Run, ou plutôt de la Gland Fall Run, puisque la fameuse course de la ville n'a pas pu avoir lieu comme d'habitude au printemps en raison du Covid, mais elle aura lieu cette fois-ci là au début de l'automne, donc rendez-vous ce dimanche 3 octobre. Du coup, je vais faire un petit bout à pied avec Gilles Davoine sur le parcours. Je serais réjouie de savoir s'il a fait tomber le costard ou pas. On retourne à la ferme et surtout au monde agricole avec vous, Alix Pécou. En 2018, vous reprenez donc le domaine. Vous faites le pari 100% bio. Aujourd'hui, est-ce que ce pari est réussi ? Oui, après, on a eu des petits réglages à faire les 2 premières années. J'en fais toujours et puis je fais encore des expérimentations parce que c'est clair que ça change quand même beaucoup la façon de produire, notamment pour la gestion des adventices ou des mauvaises herbes. Et heureusement, il y a aussi beaucoup de recherche qui se fait et de soutien par les stations de recherche agricole. Et puis du coup, on avance petit à petit. C'est un joli défi. Oui, on va revenir un petit peu sur le parcours, mais vous possédez une exploitation d'une 30aine d'hectares, une 20aine d'animaux sont avec vous. À quoi ressemble une journée dans la peau d'Alix Pécou ? C'est très varié. Et c'est ce que j'aime aussi dans ce métier, c'est qu'on fait beaucoup de travaux différents. On est dehors, au soleil, à la pluie. Et puis c'est un travail autant où on va devoir réfléchir pour planifier en fait les différentes tâches, pour planifier les productions qu'on veut avoir sur le domaine. C'est aussi physique, donc on n'a pas besoin d'aller au fitness le soir. C'est sympa. Moi, j'aime beaucoup. Ouais, alors c'est un travail qui est là depuis plusieurs générations, c'est dans la famille. Mais qu'est-ce qui a changé selon vous quand vous regardez peut-être ce que faisaient vos grands-parents, vos parents, vos arrière-grands-parents et vous? Est-ce que ça a changé ou pas? Quelles sont les différences et les similitudes? Alors, si on reprend un peu l'historique, il y a 70 ans, en 1950, il y a eu de gros changements qui sont petit à petit implantés dans les campagnes vaudoises et mondiales, avec la mécanisation et puis surtout la chimie au niveau des engrais et des phytosanitaires. Donc moi la synthèse, la chimie, c'est quelque chose qui me parle pas trop et c'est pour ça qu'on est passé en bio. Après, pour l'instant, on est encore très mécanisé. Donc si on voulait vraiment se passer de la mécanisation et puis revenir à l'agriculture de nos arrière-grands-parents, il faudrait 10 fois plus de monde peut-être pas 10, mais en tout cas 5 fois plus de monde sur le domaine. Ouais, mais est-ce que c'est possible aujourd'hui? Parce qu'on voit qu'aujourd'hui, quand on va voir quand même les agriculteurs, le but c'est d'être rentable. Oui, on nous demande beaucoup de choses. On nous demande d'être rentable, on nous demande d'être respectueux de l'environnement. Et ces défis sont la plupart du temps très bien relevés par les agriculteurs suisses. Mais c'est vrai que c'est des défis qui sont aussi un peu contradictoires parce que on a une grosse pression au niveau de la rentabilité et on doit aussi s'occuper de tout ce qui est biodiversité, bien-être animal. Et puis des fois, il y a des techniques où on nous propose quelque chose pour plus de rentabilité qui va aller à l'encontre de ces deux autres points. Et je pense que c'est intéressant d'avoir plus de gens qui s'impliquent
de consommateurs qui s'impliquent aussi, qui viennent voir comment ça se passe. C'est pour ça que j'aimerais avoir une ferme qui soit assez ouverte et puis simple pour que les gens puissent participer, voir et puis voilà. C'est intéressant ce que vous dites, ça veut dire qu'aujourd'hui ce qu'on vous demande peut-être au niveau des lois, finalement c'est pas réalisable, que finalement c'est irréaliste, c'est ça ? Non, c'est toujours des compromis. Et puis là, on a un compromis rentabilité et puis biodiversité, écologie qui est très bon par rapport à d'autres pays, je pense. Et puis, c'est des choix de société. On a le choix d'aller vers plus de rentabilité ou d'aller vers plus d'écologie. Et puis, c'est au peuple suisse de savoir ce qu'il veut. Là, peut-être juste pour donner une idée, moi, il y a toujours des chiffres que je trouve intéressants d'avoir en tête, c'est que on importe à peu près 50% de ce qu'on mange en Suisse. Donc voilà, on pourrait tout importer, mais je ne pense pas que ce soit très intéressant. Je pense que c'est bien que les gens qui sont en Suisse puissent avoir encore un lien avec la nature, avec leur nourriture et puis avec les gens qui les nourrissent. À quel point est-ce que c'est possible d'appliquer ça quand on est agriculteur ? J'imagine qu'on travaille aussi peut-être avec des produits ou non, du matériel qui est de chez nous. Là, bêtement, est-ce que c'est du matériel qui est de chez nous ? Est-ce que c'est possible ou est-ce qu'on fait venir de l'extérieur ? Il y a une partie qui vient de l'extérieur. Et puis, moi, mon but personnel, c'est d'essayer de travailler en étant le plus autonome possible. Oui, du coup, j'aimerais bien... mon souhait, c'est de travailler le plus possible avec les artisans locaux. Et puis, ouais, voilà. Est-ce que, là encore une fois, c'est un savoir-faire qui tend peut-être aujourd'hui un peu à se perdre, des manières de faire qu'on n'utilise plus, parce que vous venez de le dire, on va de plus en plus vers la mécanique, robotisation, le fait d'avoir des outils où on revient peut-être à quelque chose comme avant, c'est un savoir-faire qui s'est un peu perdu, non, aujourd'hui ? Je pense que ça peut vite se redécouvrir. On a toujours des livres, on a des traces de ce qui a été fait dans le passé. Et puis, je ne dis pas qu'on doit revenir au temps des chasseurs-cueilleurs, mais je trouve intéressant en fait d'explorer en fait cette autonomie parce que on n'est pas à l'abri des crises. On sait que la météo, le climat va pas forcément vers le beau. On sait aussi que des crises comme le Covid peuvent survenir sans qu'on s'y attende. Et puis là, le local devient très, très important. Ouais, alors on continuera la discussion d'ici quelques instants. Pour l'instant, je vous propose qu'on reparte au pas de course, retrouver Alexandre. Alexandre, est-ce que tu es chaud ? Effectivement, il fait chaud. C'est pour ça que j'ai encore mes lunettes sur le visage. Et du coup, je me trouve ici au départ de la Gland Spring Run. Et puis Gilles Lavoine est avec moi, ici. Bonjour Gilles. Bonjour. Gilles, vous avez fait tomber le costard 3 pièces. On a plutôt l'habitude de vous voir en costume. Là, c'est en habit de sport. Exactement. On est là pour le sport. Je suis municipal des sports. C'est pour la GSR. En plus, j'ai tennis après, donc ça tombait bien. Tennis après. Pour le moment, on va marcher ensemble du coup sur ce parcours. Donc le départ, c'est ici. Ce sera donc ce dimanche 3 octobre, comme je l'ai dit, la Gland Spring Run qui se transforme en Gland Fall Run. Expliquez-nous. Oui, comme ça a été dit en introduction, il y avait la Gland Spring Run, normalement elle a lieu en avril, le dernier dimanche des vacances de Pâques. Et puis cette année, comme l'année d'avant, on n'a pas pu la faire en raison du Covid. Donc on avait à cœur d'essayer de proposer quelque chose. On a proposé la Click and Run, qui sera toujours d'ailleurs toute l'année là, qui est donc cette course qu'on peut faire tout seul, mais en se chronométrant avec une application. Mais c'est quand même plus sympathique de faire une vraie course. Et on avait toujours dit que si on avait l'occasion de l'organiser, quand bien même c'est pas en avril, à une autre date, on le ferait. On a l'occasion, on le fait. C'est la Gland Fall Run, puisque effectivement on est en automne. Ça veut dire que vous allez la faire aussi ? Alors, je suis pas très très bon coureur. Là, je me suis mis, on peut courir un petit bout, je veux dire, mais c'est vrai qu'en général, moi, j'ai toujours fait de la course pour maintenir le physique, pour le volley, pour le tennis. La course pour la course, c'est pas trop mon truc. Je pense qu'à l'heure actuelle, si je fais un 5 km, là, je suis pas terrible à l'arrivée. Alors, la Gland Spring Run, il faut courir ou faut marcher ou faut faire les deux ? Alors, faut
Au départ, la Gland Spring Run, c'est vrai que c'est une course 5K, comme on dit, une 5 km. Hein. Donc, on court, mais c'est vrai qu'on propose aussi du Nordic Walking, notamment. Et puis, de toute façon, chacun va à son rythme. Hein. Je veux dire, l'important, c'est de participer. Par exemple. Et donc, pour participer, on peut encore s'inscrire, Gilles, là, jusqu'à dimanche? Non, on peut plus s'inscrire. C'est ça qui est bien, c'est que là, on est là, puis on fait de la pub pour une course où les inscriptions sont closes. Alors, comme on a un peu moins d'inscriptions, je sens qu'éventuellement, s'il y a des gens qui regardent, qui écrivent sur le site ou qui écrivent... Mais on peut être flexible. Ah, on va essayer d'être flexible. Je sens que Mathieu Glaire, mon délégué au sport, va pas aimer cette idée-là. Mais disons que c'est vrai que comme on a quand même un peu moins d'inscriptions, vu la date, vu le certificat Covid, on va essayer d'être un peu plus flexible. On va essayer de prendre en compte les retardataires. On l'a toujours fait en réalité. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on avait encore de la place sur les quotas, on a toujours fait en sorte que les gens qui arrivaient sur le moment, sur place, et puis qui voulaient prendre un dossard, on arrive à s'arranger. On n'est pas comme ça. Donc, rendez-vous à Montely ce dimanche. C'est à quelle heure? Alors, il y a plusieurs départs de course. Donc, ça dépend si c'est les juniors ou les seniors. Mais de toute façon, les dossards doivent être pris le matin. Donc, c'est là que, de toute façon, tout le monde aura tous les détails de la course. Il vaut mieux regarder pour être sûr plutôt que je donne une heure et puis que les gens se disent je vais arriver, je vais prendre et puis qu'un dossard. Puis là, c'est vraiment trop tard. Allez sur le site glandspringrun.ch et comme ça, vous avez tous les détails. Alors, par contre, vous l'avez dit, mais je voulais en parler aussi avec vous. Donc, la particularité aussi de cette édition, c'est qu'il faut se munir d'un pass sanitaire pour pouvoir participer à cette Gland Fall Run. On pourrait se poser la question, parce qu'on se dit événement en extérieur, comme ça, où les gens se déplacent. Pourquoi ? Pourquoi ? Parce que nous, on ferait bien sans, hein, mais que effectivement les règles au niveau de la confédération et du canton, ce sont celles-ci. Il se trouve que même si on est en extérieur, on regroupe, dans la théorie en tout cas, plus de 500 personnes au même endroit, et plus de 500 personnes lorsqu'on est debout, eh bien ça peut se faire qu'avec un certificat Covid. Le triathlon de Nyon a fait par exemple sous certificat Covid aussi, quand même c'est aussi quelque chose où on est en extérieur. Donc malheureusement on n'a pas le choix. Nous on s'en passerait bien évidemment. Mais là, on a réfléchi et puis on s'est dit, bon, peut-être que là, on aura moins de 500 personnes. Donc après, on va nous dire, le certificat n'était pas forcément... Voilà quelqu'un qui s'entraîne. Bonjour, monsieur. Peut-être qu'on aura moins de 500 personnes, mais avec le public, avec les gens autour, de toute façon, ça serait plus. Et puis, si on s'était dit on aura moins de 500 personnes, alors on ne met pas le certificat Covid. Peut-être que le fait de ne pas avoir le certificat Covid aurait fait qu'on aurait plus que 500, on aurait été embêté. Effectivement. Ouais, voilà, ce sont les règles. Alors là, on se balade, donc là, on est proche des vignes, mais on va aller aussi en forêt. On continue, Andrea, avec Gilles Davoine sur ce parcours. Gilles, on parlera un petit peu du parcours après, et puis des détails sur cette Gland Fall Run. Alors à tout à l'heure. Beaucoup moins athlétique que le monsieur qui vient de passer, Alexandre. Oui, effectivement, pour le moment, on ne court pas. Oui, on marche, mais ce serait compliqué de courir. Ah voilà, si, Gilles est parti en course. Voilà, mais... Moi, je t'avoue qu'avec le téléphone, si je me mets à courir, vous ne verrez plus rien et ce serait dommage pour vos petits yeux. Moi, mes petits yeux, je dois avouer que ça me plaît, là, ce qui se passe en ce moment. Voir un municipal des sports courir, ça, on prend. Et puis, vous avez remarqué, Alix Pécou, en pleine ville, et pourtant la campagne et la vigne qui est là. C'est plutôt pas mal, Gland. Et le maïs. Et le maïs. Oui. Qu'est-ce que ça prouve de notre région ? Ça peut paraître anecdotique, mais c'est assez... représentatif de la région dans laquelle on se trouve, il y a tout. Oui, je ne sais pas trop bien où vous voulez en venir avec ça, mais... Est-ce que c'est un avantage ou un inconvénient Moi, quand on est agriculteur ? Oui, Est-ce que ça fait trop de monde sur le même territoire, trop de paysans, trop d'agriculteurs, ou est-ce que là, c'est un avantage ? Moi, je trouve bien, justement, parce qu'on peut avoir encore un contact direct entre producteurs et consommateurs, et puis justement, l'agriculture suisse, ça reste des petites structures, c'est pas de la grosse agriculture industrielle qui est tant décriée actuellement. Et puis, une agriculture qui est aussi assez diversifiée. Donc, je pense que... en tout cas, je suis très content de vivre dans cette région. En images, retour sur la première séance d'information publique relative aux cyberattaques de Rolle. Que pensent les citoyens rollois des explications de la municipalité ? Alexandre Caporal a recueilli leur avis.
Madame Ponial, bonsoir. J'aimerais avoir votre réaction suite à cette séance et la manière dont elle s'est déroulée. Alors moi je trouve que la séance s'est bien déroulée, donc de toute façon moi c'est ce que je préfère, avoir le contact avec les citoyens et les citoyennes rolloises. Il y avait des questions pertinentes et en fin de compte, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais la majorité des gens n'étaient pas du tout, en tout cas ils étaient plutôt là pour nous soutenir que nous critiquer. Excellent. Et puis je suis rassuré. La commune, elle nous a informés quand même que dans la mesure de possible, elle ferait tout pour que ça ne se reproduise pas et que les données qui ont été capturées étaient finalement des données qu'on trouve 3 fois plus sur Facebook que chez eux. Je voulais savoir votre réaction par rapport à cette séance qui s'est tenue ce soir. Est-ce que vous êtes rassuré? Alors rassuré, pas plus que ça. Maintenant, je m'imagine bien que c'est un exercice difficile pour la commune de Rolle et qu'elle le fasse, c'est quelque chose d'appréciable. Sur ce qui a été dit, je trouve qu'il y a eu beaucoup de pointage de doigts, à mon sentiment, de déresponsabilisation. Et voilà, j'espère qu'il y a des vraies mesures qui vont être prises ou qui ont été prises et qu'on sera informé, surtout. Il y a eu quand même certaines interventions assez virulentes à l'encontre de la commune. Vous vous attendiez à de telles réactions? Alors virulente, non. Je pense qu'il y a eu des gens qui étaient un petit peu agacés de ne pas avoir été informés plus vite, mais virulente, non. Bien sûr qu'on s'y attendait. Que vous faites une séance publique comme ça, vous n'avez pas le 100% de personnes qui sont satisfaits. Je trouve que nos municipaux sont courageux. Ça, c'est le premier point. Puis en même temps, je dédramatise aussi. Je pense que c'est une mésaventure, mais voilà. Je ne suis pas rassurée du tout parce que je trouve qu'on va vers une situation de catastrophe qui se manifeste de plus en plus et qu'on ne veut pas voir. C'est bien qu'on l'a eu, cette séance, mais je ne suis pas encore rassuré. D'abord, il faut voir quelles sont ces données qui sont sur le dark web. Et après, on peut discuter. La commune a failli à sa responsabilité, selon vous? On ne sait pas encore. Ça dépendra, parce que s'il y a aussi le suivi. Si jamais il y a des données qui étaient volées, qu'est-ce qu'on va faire, qui va nous aider, etc. Donc, pour le moment, c'est bien, mais on verra après. Moi, en ce qui me concerne, je suis toujours très inquiète en tant qu'avocate. Comme je l'ai dit tout à l'heure, en matière d'usurpation d'identité, je crois qu'il faut que la commune puisse au moins rassurer nos administrés. Qu'est-ce qu'il faudrait faire selon vous? Jouer peut-être encore davantage la transparence, donner effectivement toutes les données personnelles aux gens. Et puis peut-être les accompagner. Pour la suite, vous parliez d'une dizaine de jours environ avant que les citoyens et citoyennes puissent venir à la commune afin de savoir quelles sont les données qui les concernent, qui sont sur le dark web. Vous vous y tiendrez une dizaine de jours? Alors on espère bien s'y tenir. En fin de compte, ça ne tient pas, c'est pas nous qui allons pouvoir faire avancer. On a mandaté une société de cybersécurité qui nous met un logiciel qui nous permettra justement d'exfiltrer ces données concernant les citoyens et les citoyennes rolloises. Cette société, on a déjà fait des tests vendredi, il y a encore quelques réglages à faire. J'espère que d'ici une dizaine de jours, ces réglages seront faits. De retour à la ferme, la famille Baumgartner nous ouvre les portes de son domaine des Avouillons à Gland. Visite en images. Ces jumelles qui sont nées la semaine passée, ça faisait 5 ans qu'on n'avait pas eu de couple de femelles en fait. C'est un domaine qui est familial depuis 3 générations maintenant. Le domaine des Avouillons, au fait j'ai repris en propriété en 2019. Il y a 55 hectares, le domaine fait 50 hectares dont la forêt. Et il y a 120 têtes de bétail. Donc 60 laitières et puis le reste c'est genisse et veau. Et puis d'autres chiffres, on cultive du blé, on cultive de l'orge et du maïs. Et beaucoup d'herbes pour justement nourrir le bétail. Alors là donc on est dans l'écurie des vaches. C'est là qu'elles passent la majorité de leur temps en fait. La ration qu'elles mangent, elle est composée essentiellement de maïs, d'ensilage d'herbe, de foin et un peu de paille, des concentrés pour équilibrer la ration.
à base de protéines. Il faut savoir qu'une exploitation comme chez nous, on utilise à peu près entre 2 tonnes et 3 tonnes de nourriture quotidiennement. Donc c'est toute l'alimentation qu'on doit mettre en place pendant la journée. Ouais. C'est un métier passion, sinon on devient pas, je crois qu'on ne devient pas agriculteur, on est agriculteur. Parce que oui, c'est 365 jours par année, c'est pas toujours facile, mais une belle vie. Alors là, on arrive dans l'espace où il y a le robot de traite. Chaque vache a un collier différent, donc dès qu'elle rentre dans la machine, on sait quelle vache c'est. Si on regarde les 4 petits demi-ronds là qui bougent dans tous les sens, c'est le lait qui arrive. Le robot a fini de traire la vache. Elle a donné 9,7 kg de lait à cette traite-là. Et dans 7 heures, elle pourra revenir dans le robot pour se faire retraire. Là, elle va sortir, elle va pouvoir aller manger le fourrage préparé ce matin. On fait spécialement attention, je pense, depuis déjà bien 20 ans, mais vraiment à la qualité de vie des animaux, en fait. Parce que c'est toujours un plaisir d'avoir des animaux qui sont heureux quand même. Hein. Puis c'est comme ça qu'ils démontrent leur potentiel au mieux. Et puis c'est vrai que ces dernières années, on a mis vraiment en place beaucoup de robotique pour vraiment améliorer le quotidien des animaux et de l'éleveur en même temps. Lui, bon, moi, j'aime bien l'appeler R2D2 parce que je trouve qu'il a un peu la même tête. L'avantage de cette machine, c'est qu'il y a toujours du fourrage qui est repoussé régulièrement. C'est vraiment ça l'avantage. Et encore un autre robot. En fait, ce robot, il est là justement pour aspirer les beuses qui sont dans les couloirs, pour garantir que les couloirs soient tout le temps le plus propres possible. Plus les vaches sont propres, plus le lait sera propre aussi. Hein. C'est un tout. C'est Olive. Puis là, on a Timon et Pumba. C'est beaucoup des animaux qu'on a récupérés. Ça apporte beaucoup de fierté de pouvoir continuer cette exploitation. Et puis on espère encore pouvoir le transmettre à nos enfants. Parce que c'est vrai qu'on a pas mal de défis à relever. Que ce soit économique ou par rapport à la sensibilité du grand public, par rapport à ce qu'on fait, d'expliquer les choses. Et on se rend compte que d'expliquer, c'est vraiment une grande part de notre quotidien à présent. Alors là, on a installé cette machine l'année passée, qu'il suffit d'avoir un peu de monnaie ou un jeton qu'on glisse dans la machine. Et après, avec une bouteille, on a du lait frais qui sort. À l'époque, je pense qu'on avait tous un grand-papa ou une grand-maman qui avait encore un domaine viticole ou agricole, ou en tout cas un pied dans la terre, ce qui se fait de moins en moins. Et c'est important de retrouver un peu cette source, au fait. On se bat tous les jours aussi pour que les gens restent, ils vivent en Suisse, ils payent leurs impôts en Suisse, ils travaillent en Suisse, ils doivent consommer suisse, quoi. Ce serait important que tout le monde prenne conscience de ça. Puis ça, il faut vraiment redire aux gens qu'il faut consommer local et de saison. Un métier passion, Alix Pécou, vous êtes d'accord avec ça? On est agriculteur? Je ne sais pas si on est agriculteur, moi je pense qu'on peut aussi le devenir, mais c'est vrai que c'est un métier de passion. Ça, c'est, comme les infirmiers, c'est un métier qui n'est pas facile tous les jours, mais qui est passionnant parce qu'on a une diversité immense et puis on a un contact avec des animaux, avec une diversité énorme, quoi. Voilà. Est-ce que vous avez eu le choix d'être agriculteur? Oui, tout à fait. Ouais. Moi, j'ai choisi de reprendre cet héritage. Je pense qu'on est tous héritiers de quelque chose. Et puis, je pense que c'est important de faire vivre cette terre et puis de nourrir aussi la population locale. Ouais, mais quand on voit que c'est finalement une tradition, que ça se transmet de génération en génération, est-ce qu'il n'y a pas un moment où on se dit je suis obligée de suivre la lignée de mes aïeux? Non, il y a aussi des gens qui rachètent des domaines, ça existe. Et puis moi j'avais le choix de continuer ou pas. Après, c'est vrai que je ne me serais pas vu dans un bureau ou dans un laboratoire. Et je pense que la plupart des gens préfèrent être dehors plutôt que dans une petite pièce, mais c'est vrai qu'il faut gagner son pain, et puis il y a des agriculteurs qui font ça pour le reste de la société, du pain. Et quand vous dites pour le reste de la société, est-ce que vous avez l'impression qu'aujourd'hui c'est un métier qui a une certaine responsabilité, qu'il a une vocation aujourd'hui
une responsabilité par rapport aux citoyens, par rapport à la planète, c'est ça ? Moi, je pense que toute la société est responsable, elle devrait être responsable de ses choix. Et puis on doit s'entraider. On doit, pour les agriculteurs, enfin, en tout cas, la plupart des gens que je connais font leur travail justement avec passion et puis avec persévérance et puis en essayant de faire le bien. Et puis je pense que les consommateurs peuvent contribuer à remercier ce travail en payant les produits à leur juste valeur. Et puis voilà. Est-ce qu'ils sont prêts vraiment à payer plus, ces consommateurs ? Parce que c'est là où ça se joue, hein, finalement. Quand on vient acheter à la ferme, on paye plus. Est-ce qu'ils sont prêts à le faire ? On ne paye pas forcément plus parce que les grands distributeurs prennent beaucoup de marge. Et puis la vente directe se fait de plus en plus. Et puis les prix sont à peu près pareils au prix de la grande distribution. Et en plus, vous avez le cadre de la ferme où vous pouvez acheter vos produits qui est peut-être moins impersonnel qu'un supermarché. Ouais, je sais pas. C'est vrai que ça, c'est aussi votre rêve. Hein. À Levaux, vous aimeriez pouvoir nourrir tout le village. Oui, je pense que c'était la base était beaucoup plus locale et puis c'est vers ça que j'aimerais retourner. Et après, c'est un peu un rêve. Je pense qu'on a une spécialisation et puis c'est beaucoup de savoir-faire, donc on ne peut pas s'improviser agriculteur ou docteur. Mais ça passerait par quoi ? Avoir une commune qui soit entièrement autonome. On voit qu'il y a des jardins participatifs un peu partout dans la région. Avoir une ferme complètement autonome, ça passerait par quoi ? Ça passerait par beaucoup d'entraide entre les personnes du village et puis l'agriculteur, je pense. Mais est-ce que c'est pas un peu idéaliste ? Parce qu'aujourd'hui, on voit qu'il y a un réel clivage aussi entre la ville et la campagne, que les gens n'ont pas forcément conscience, hein, vous le disiez vous-même en début d'émission, quand on vous demande des choses qui ne sont pas forcément réalistes, est-ce que les gens seraient prêts à ça ? Il y a tout un travail éducatif à faire. Oui, mais je pense qu'il y a des gens idéalistes et puis il y a des gens qui ont envie de travailler dans ce sens et je pense que ça se fera. Ça se fera par quoi ? Est-ce que ça doit passer peut-être par l'éducation aussi, à l'école, où on retourne l'école à la ferme ? Oui, peut-être. Est-ce qu'il y aurait des idées qui vous tentent comme ça, des petites graines à planter ici dans la région ? Comme ça, je ne pourrais pas vous donner des idées à brûle-pourpoint, mais non, je pense qu'avec les enfants, il y a beaucoup à faire. Ouais. Mais quand on a un grand frère qui est aujourd'hui devenu syndic, j'imagine qu'on a envie de lui souffler 2-3 idées. Lui-même en a, vu qu'il vient de ce milieu-là, il vient de la terre. C'est quelqu'un qui a cette sensibilité-là. Est-ce qu'il n'y a pas des envies qui vous sont passées dans la famille, desquelles on a envie de réaliser et qu'on a envie de voir pour Levaux, franchement? Je pense que c'est un peu trop tôt pour en parler. J'ai quelques idées qui me trottent dans la tête, mais encore rien de vraiment concret. Et puis, on verra ce qui se passe. Faire de la commune de Levaux une commune autonome, en tout cas, c'est intéressant. Peut-être avec vous, Alix Pécou. Pour l'instant, on retourne à Gland. Vous pensez qu'ils sont en train de courir ou pas? Ça n'a pas trop l'air. Ça n'a pas trop l'air. On a déjà fait une boucle et demie, soit plus de... Non, c'est pas vrai. On marche, on aurait eu le temps, dit Gilles, mais c'est vrai qu'on a fait près de 2 km, bon, c'est déjà pas mal. Sur les 5, alors là, on est en forêt, et ensuite, Gilles, la Gland Fall Run, donc, qui a lieu ce dimanche 3 octobre, elle passe par où après, cette boucle? Moi, je te connaissais pas exagéré comme ça. On a fait 1,05 km, la vérité, elle est là. Faut le savoir. Cette boucle, elle fait justement, c'est vraiment un grand tour. Là, on l'a prise à l'envers. Ça part sur la route le long des voies. Là, on était au tout début. Et puis après, ça rentre dans la forêt. Puis ça vient faire une boucle vers la linière, dans la forêt de la linière, pour ressortir en fait sur le chemin avec belle vue sur le lac. Et quoi, on n'a pas trop le temps d'apprécier sur le haut de la crête comme ça de Montely pour finir. Donc, comme c'est une boucle à Montely, là, on est parti. Voilà, donc rendez-vous ce dimanche, le 3 octobre, pour courir ou marcher du coup donc sur ce parcours au départ de Montely. Prenez vos survêtements, Andrea et Alix, et puis on vous retrouve ce dimanche. Merci Gilles. Merci.
Petite question à poser à Gilles Davoine. Alexandre, si tu permets, si tu peux la lui poser, puisque c'était notre semaine spécialement dédiée au monde agricole, à l'agriculture. J'aimerais savoir si Gilles Davoine consomme local et quels sont peut-être les endroits où il aime bien acheter, je ne sais pas, son fromage, son vin, son lard. Est-ce qu'il y a un petit endroit qu'il aime bien et qui peut nous conseiller ? Alors, je transmets. Du coup, vu que notre thématique est liée à l'agriculture de la région, Gilles, Andrea aimerait savoir si vous consommiez local et si vous aviez un bon plan dans la région où vous achèteriez vos produits locaux. Alors, j'espère que le bon plan, il va venir, puisqu'on a acquis avec la commune le bâtiment A5-1. En haut, c'est une salle communautaire. En bas, on a pour projet justement de faire un endroit où on consomme et on peut acheter tous les produits locaux. Alors, si possible, en plus, Gland doit vraiment... donc, j'espère que le bon plan, ce sera celui que la ville de Gland va pouvoir proposer prochainement. Sinon, où est-ce que vous achetez votre lard ? Alors moi, bon, ça fait un peu de pub, hein, mais je veux dire, moi, je vais passablement à la ferme des Avouillons, surtout pour les yogourts, le lait, mais évidemment qu'il y a aussi la petite linière qui fait d'excellents jus de pommes. Donc oui, je consomme local autant que possible. Très bien, le message est passé, je crois, Andrea. Merci pour le piège, Andrea. Merci pour le piège, Merci dit-il. beaucoup. Le bon plan à Gilles Davoine, ça tombe bien puisqu'on en a parlé aujourd'hui. C'était le domaine des Avouillons, Alix Pécou. Puisqu'on va poser aussi peut-être la question, consommer chez vous, j'imagine au domaine à Levaux, mais 2-3 endroits où vous aimez bien aller faire vos courses. Il y a le village à côté, à Longiro, il y a une petite coopérative qui s'appelle Dorignol, qui regroupe plusieurs producteurs et qui offre une diversité de produits assez grande et de qualité. Donc je vous conseillerais le Dorignol. D'aller faire des petites emplettes là-bas. Alix Pécou, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Salutations à tout le monde, à votre frère à Levaux. À la maison, un plaisir d'avoir été en votre compagnie. On se retrouve très vite. Bonne suite de programme sur Nyon Région Télévision.